Il s'appelle Jean-Jacques Ekindi. Il était le président du MP, le mouvement progressiste. Mais hier, 30 avril de l'an de grâce 2020, il a pris la ferme décision devant les journalistes, lors d'une conférence de presse d'ailleurs, chez lui-même, de démissionner de ce parti pour rejoindre justement le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti qu'il avait quitté lui-même, il faut le préciser, il y a encore quelques décennies. Il est donc rentré, il faut le dire, chez lui, et il nous faisait savoir tout simplement qu'il est rentré à la base. Et c'est lui, bien sûr, qui est à la barre ce matin. Nous suivons d'ailleurs cette information. L'incursion djihadiste à l'extrême nord du pays la rébellion armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'instabilité frontalière à l'est du pays sont des défis sécuritaires de première importance. À cela s'ajoute la pandémie du Covid-19 qui met à mal nos systèmes sanitaires, scolaires et économiques. N'oublions pas la corruption généralisée qui affecte toutes nos transactions publiques et privées, la crise des compétences dont la gestion laisse à désirer, le dévoiement de la jeunesse qui s'enflamme pour des chimères et l'activité politique qui mène dans un cul-de-sac. Plus aucune chambre du Parlement ne dispose d'un groupe parlementaire d'opposition et la présence d'élus de cette catégorie est essentiellement due à la corruption et au repli identitaire. Il n'empêche qu'au total, après avoir vécu en 1992 une Assemblée nationale dominée par l'opposition avec 92 députés contre 88 pour le parti au pouvoir, et un président de la République élu avec 39% des voix, le score le plus faible jamais obtenu par un président, contre près de 61% des voix pour l'opposition, dont le principal challenger avec 36% se trouvait seulement à 3 points du vainqueur. Voici la cartographie politique en 2020. Plus de 140 députés pour le RDPC et moins de 40 pour les 7 autres partis, dont aucun ne dispose évidemment de groupe parlementaire. Dans la nomenclature camérale, on les appelle les partis divers. Il nous est paru très clairement qu'une telle configuration aussi fracturée n'est pas en mesure de faire front aux défis existentiels évoqués plus haut. L'histoire récente le démontre. Le président de la République, Paul Biya, en a eu la prescience, puisqu'il en avait appelé au vaste rassemblement lors de la campagne, bien au-delà de son propre parti. Faire front en rassemblant toutes nos énergies, et Dieu seul sait combien nous en avons, semble indispensable pour préserver notre pays de la tourmente. Pour intéressante que puisse être la polémique, elle sera autrement plus puissante lorsqu'elle revêtira la forme de la proposition constructive, de l'engagement citoyen et surtout lorsqu'elle orientera l'opinion publique vers la confiance et non vers la défiance. En ce qui me concerne personnellement, après de multiples expériences pendant lesquelles je me suis livré corps et âme pour mon pays avec les résultats que l'on sait, je suis arrivé
à la conclusion que mon activité politique sera plus efficace si je suis membre du RDPC plutôt que leader du MP, parti d'opposition. C'est donc après mûre réflexion que je vous annonce ma démission du MP et mon adhésion au RDPC comme militant de base. Je me réunirai par la suite avec mes camarades progressistes dans une convention et chacun choisira sa destinée politique en toute liberté et ensemble, ils décideront de l'avenir de cette belle aventure. Parce que de toute manière, il faut prendre une décision. Quels étaient les choix possibles? Continuer comme on l'a fait jusqu'à présent et voir l'opposition partir en quenouille et la petite notoriété qu'elle a pu conserver se retrouve elle-même remise en cause. Ou alors, estimer qu'on a encore du potentiel, qu'on a encore de l'énergie, qu'on a encore des idées, et se poser la question, où peut-on les faire fructifier? À l'opposition, dans l'état où elle est, il y a peu de chances qu'il en soit ainsi. Maintenant, c'est une nouvelle aventure que nous avons engagée, rentrer dans le RDPC, comme nous avions engagé une nouvelle aventure quand nous avions décidé de sortir du RDPC. Le combat va continuer, mais j'ai le sentiment qu'il aura un impact beaucoup plus important sur la vie de notre pays et de nos populations lorsque il est effectivement joué, lorsque ce combat est mené au sein de ceux qui décident, plutôt que en dehors de l'espace dans lequel les décisions se prennent. Donc j'ai pris cette décision parce que je suis intimement convaincu que pour le Cameroun, je peux être beaucoup plus utile en étant dans le RDPC plutôt qu'en essayant de rester dans l'opposition avec ce que nous avons vu. Vous savez que dans la ville de Douala Ier, sur 80 000 inscrits, nous avons eu à peine 1500 votants, ce qui signifie que les populations ne veulent pas, ou ne comprennent pas, ou ne souhaitent pas la politique que je souhaite. Alors, je vais la proposer au RDPC. Quelques indices me laissent entendre qu'ils seront attentifs à ce qu'on leur dira. Et peut-être tiendront-ils compte des propositions que nous ferons. Aux dernières élections présidentielles, je n'étais pas candidat. Donc, il est difficile de considérer un chasseur qui ne s'arme pas lorsque vient la période de la chasse. Donc c'est une anecdote, à mon avis, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde quand on veut véritablement réfléchir aux problèmes du pays. Il faut en permanence évaluer le poids que son activité peut peser dans la conduite des affaires du pays. À l'heure actuelle, le poids de l'opposition dans la conduite des affaires du pays est pratiquement nul. Les grandes décisions qui se font, pour beaucoup, ne sont même pas exposées et prises en charge. Vous faites quelque chose, je vous critique en estimant que ce que vous avez fait n'est pas bien. Je fais quelque chose, vous critiquez pareillement. Mais au final, ce n'est pas cette polémique-là qui intéresse les Camerounais. C'est les décisions qui vont être prises et mises en œuvre. Et dans ce champ-là, tant que l'opposition avait un poids réel dans le pays, elle devait, à certaines occasions, elle a été consultée pour la prise en compte de décisions. Maintenant, quand on suit le champ de l'échange politique entre opposition et pouvoir, on voit à 99% de la polémique. Il ne juge pas nécessaire d'exposer ou de prendre en compte les opinions des uns et des autres. Quand on parle en France de la dénucléarisation, il y a un débat. Les positions des partis politiques sont connues. Leur activité est connue. Mais chez nous, ici, en dehors de la politique, tout le reste se fait au sein du pouvoir. C'est-à-dire que même pour
la remise en route des écoles, quelles sont les positions des partis d'opposition? On ne les connaît pas. Parce qu'ils ont à peine la possibilité de s'exprimer. Et quant à la prise de décision, alors, avec entre une vingtaine et une trentaine de députés à l'Assemblée, on ne les entend même pas. Il n'y a pas de débat. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'en continuant dans cette voie-là, on peut véritablement amener au changement des choses? Je ne suis pas du tout persuadé. Donc j'ai le sentiment que si j'avais été au RDPC, au moins ces plans auraient été écoutés. Vous avez bien suivi là, hein, Jean-Jacques Ekindi, et il était, vous le dites comme ça, président du MP, le mouvement progressiste. Il a démissionné hier 30 avril pour rejoindre tout simplement le RDPC. Bertrand Tassina, votre réaction? Déjà, j'ai beaucoup d'estime et de considération pour cet aîné, brillant, très brillant. Et je me suis fait le devoir de jamais faire des procès d'intention et de manquer de respect à des aînés, Oui. à des gens qui ont fait la politique avant moi. Le constat que cet aîné, le président Jean-Jacques Ekindi fait, est réel. Nous avons appartenu au camp présidentiel lors de la dernière élection présidentielle, mais nous n'avons pas manqué de dire à l'opposition que vous ne pouvez pas affronter la majorité présidentielle, gouvernementale et non gouvernementale du président Biya si vous n'avez pas un minimum de consensus entre vous. On l'a dit. Son constat va même dans le sens d'un autre, Abel Eli Bilobé, qui passe son temps à dire qu'après une élection, il faut jeter un coup d'œil dans ce qu'on appelle la statistique électorale. En 92, on avait la majorité. En 2020, on n'a plus de groupe parlementaire. Aucun parti de l'opposition n'a un groupe parlementaire. Donc, accuser le code électoral, accuser la fraude, c'est de la fumisterie. À un moment donné, il faut faire une introspection, se regarder et dire qu'est-ce qui ne marche pas. En 92, c'est le MINAT qui organisait les élections. Ce sont les préfets. On dépouillait à la préfecture. Certains dépouillements avaient lieu dans les domiciles des sous-préfets parce que la sous-préfecture n'avait pas d'électricité. On se déportait dans le domicile du sous-préfet. On dépouillait des fois il y avait des votes dans les chefferies. Dans les chefferies traditionnelles, l'opposition arrivait à faire entendre sa voix. L'égoïsme. Des gens se sont rendus compte qu'on s'enrichit en politique. Des gens sont venus à la limite chômeurs, en faillite, anonymes. Quelques années plus tard, ils étaient propriétaires immobiliers. Quand vous regardez les grandes figures de l'opposition du Cameroun, je parle des grandes figures, ils ont le même standing de vie que les grands cadres du RDPC. Prenez tous les grands partis de l'opposition, vous regardez leurs présidents nationaux. Déjà, ils ont cette maladie que personne ne part. Même ceux qui ont voulu partir reviennent et ont le même standing de vie. Ils vivent dans les mêmes quartiers, ils roulent avec le même type de voiture, ils ont le même type de maison, les enfants sont en Europe. Et le peuple qui est juge à regarder, il a dit non. Ah non, vous ne pouvez pas vous servir de nous en quelque sorte pour venir en politique vous enrichir. Et c'est comme ça que l'opposition a continué à se déliter, à se désagréger, et jamais. On va vivre des coalitions bancales. Ici en 2004, on aura une coalition, on aura l'impression que ça va donner quelque chose. J'étais au meeting sur l'esplanade du stade Omnisport de Douala. Vous aviez M. Frundi, M. Adamoun Damjoya, un certain nombre de personnes. Issa Tiroma. Et M. Frundi mettra un enfant de 3 ans dans ses bras en l'air et dire que celui qui trahira cette coalition aura trahi la vie de cet enfant. 2 semaines après, ça va aller en vrille. 2 semaines après, ils ne se parlaient plus. Ils s'insultaient par tous les noms d'oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont bâtir une pseudo-coalition sans y mettre les critères de choix. Et quand on va expliquer que c'est celui qui a le plus de diplômes qui doit être candidat, M. Frundi va se sentir visé, il va demander effectivement si les gens sont normaux. Que moi j'ai un certain nombre de députés, celui qui est diplômé a à peine 4 députés, c'est lui qui va conduire la coalition et on va rentrer dans des batailles de chiffonniers. Mais le peuple va retenir. Même son éminence, le cardinal Tchoumi, ne va pas arriver à concilier. Ce que dit le président Jean-Jacques Ekindi est vrai.
La démarche politique du président Jean-Jacques Kennedy, je ne la juge pas. Il a été un enfant du RDPC, un haut caractère, brillant, coopté au comité central. Il en est parti, il a cheminé avec l'opposition. Mais lui, il explique que toutes les idées, et Dieu seul sait qu'au MP, vous avez des garçons intelligents. Vous avez un autre qu'on appelle M. Hilaire Zipa, extrêmement brillant aussi. Donc, toutes ces idées de ces jeunes cadres du MP, M. Jean-Jacques Kennedy fait le constat aujourd'hui que si j'avais été, et si j'étais resté dans le RDPC, eh bien, le gouvernement aurait pris en compte ces idées. Dernière des choses. Rapidement. Le peuple Sawa, oui, en ce moment, a besoin de cadres. Le peuple Sawa a besoin de cadres qui puissent défendre, comment je vais dire, les déshydratants. Ils ont des problèmes, les Sawa. Et à l'heure actuelle, vous avez le patriarche Laurent Esso. Ce sont des aînés et des patriarches qui vont vers la fin. Donc, il faut peut-être de grands cadres. Donc, une décision comme celle-ci, je ne serais pas surpris que les notabilités Sawa soit allé rencontrer Jean-Jacques Kennedy. Je ne serais pas surpris que le patriarche Laurent Esso soit allé rencontrer Jean-Jacques Kennedy. Je ne serais pas surpris que d'autres Camerounais soient allés le rencontrer pour lui dire, écoute grand frère, ton talent ne peut pas passer à perte et à profit. Nous voudrons véritablement que tu puisses travailler pour le bien de ce pays. Merci en tout cas Bertrand Tatita pour cette réaction. Tout de suite et maintenant, il est sur ce plateau. Théo Hiom, avocat au barreau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous. Merci également d'avoir pris le temps d'être là ce matin. Nous allons parler justement du travail puisque nous sommes le 1er mai. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, nous sommes au cœur du droit. Théo Hiom est sur ce plateau ce matin. Théo Hiom, bonjour une nouvelle fois. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, fête du travail. C'est quoi le travail même? Alors, le travail peut être défini de plusieurs façons. Oui. De façon triviale, c'est le fait d'exercer un métier qui nous permet de vivre. D'autres vont estimer que c'est le fait d'avoir un emploi, c'est-à-dire être sous l'autorité de quelqu'un pour qui on fait quelque chose contre rémunération. Bon, maintenant, dans le grand groupe d'emploi, on peut parler de différents types d'emplois, de métiers. Donc, voilà, le travail peut avoir différentes définitions. Mais de façon, comme j'ai dit, de façon triviale, c'est le fait d'exercer un métier qui nous permet de vivre. Voilà. Et c'est quoi un travailleur finalement? Oui, alors la question, elle a été débattue au plan juridique. Oui. Au plan juridique même. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de consensus sur la définition même du travailleur. Mais ce que le Code du travail dit du travailleur, c'est que c'est un individu qui donne, qui offre ses services à un autre contre rémunération et sous son contrôle. C'est ça la définition du Code du travail. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire au Cameroun qu'il y a réellement de travailleurs quand on sait pertinemment que nous passons par une période très difficile de coronavirus? Alors, on demeure travailleur même pendant la crise. Hein. Donc, vous êtes en train de faire votre travail, les réalisateurs, les caméramans font le travail. D'une façon ou d'une autre, je fais le mien. Donc, oui, tout le monde, enfin, tous ceux qui exerçaient avant la crise continuent à être des travailleurs. Maintenant, des conditions particulières font que certains ont sans doute perdu leur emploi. Oui. Maintenant, au plan juridique, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'activité, n'est pas considéré comme un travailleur. Mais il faut savoir que tout ce qui est travail n'est pas forcément catalogué, n'est pas forcément, formel. Et donc, on peut considérer que même quelqu'un qui est dans l'informel, qui a un petit métier, est un travailleur. Un agriculteur, c'est un travailleur? Oui, évidemment, un agriculteur est un travailleur, même si... Un cultivateur est un travailleur également? Un cultivateur est un travailleur, même si... C'est reconnu par la loi qu'un cultivateur est un travailleur? Alors, je vous ai donné la définition du Code du travail. Oui. Si on s'attient à la définition du Code du travail, un cultivateur ou un agriculteur n'est pas un travailleur. Un avocat n'est pas un travailleur. Puisque, en principe, un avocat n'a pas de patron. Et donc, il est son bon patron. Donc, si on s'en tient
uniquement la définition du Code du travail, Donc celui ces qui personnes-là ne sont pas des travailleurs. travaille pour lui-même n'est pas un travailleur. C'est pas ce que je dis. Je dis si on s'en tient à la définition littérale Oui. du Code du travail, ces personnes ne sont pas des travailleurs, mais de façon empirique, c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont au travail et on reconnaît très bien à l'OIT ces personnes-là comme des travailleurs. Aujourd'hui, on voit par exemple du côté de l'Hexagone qu'il y a, par exemple, je prends du cas des agriculteurs qui sont parfois chez eux, l'État leur vient parfois en aide pour leur donner encore l'opportunité de produire un peu plus. Est-ce que la législation en vigueur au Cameroun a prévu également ce pan sur le travail des agriculteurs? Alors, à ma connaissance, il y a des mesures gouvernementales d'accompagnement des jeunes notamment, Oui. qui se lancent dans certains domaines comme l'agriculture. Est-ce qu'il y a des dispositions légales spéciales pour l'accompagnement des entreprises agricoles? À ma connaissance, non, pas encore. L'État accorde certaines facilités à certaines entreprises Oui. qui s'installent dans certaines zones, plus récemment encore, comme dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'État accorde des facilités à des investisseurs étrangers, notamment à travers la loi de 2013. Donc, l'État accorde certaines facilités à des personnes qui investissent. Alors, est-ce qu'une entreprise qui a des difficultés particulières peut bénéficier de l'accompagnement de l'État? Les dispositions légales en vigueur au Cameroun ne disent pas que oui. Donc, maintenant, chacun, selon ses propres desiderata, selon sa propre conception ou selon ses propres réalités, peut saisir l'administration compétente de son champ d'action et peut-être va se faire accompagner. C'est des tensions. On regarde quand même avec beaucoup d'amertume le travail que présente en tout cas certains Camerounais. Je prends par exemple le cas du côté du port autonome de Douala avec les dockers qui sont en train de souffrir ces derniers temps-ci. Les dockers sont des travailleurs? Les dockers sont des travailleurs, certains avec des contrats de travail. J'en ai reçu quelques-uns au cabinet. Oui. Certains avec des contrats de travail, d'autres non. Mais ce sont des travailleurs. Je vous ai dit hier, hier je pense, que le travailleur ou alors l'employé n'est pas forcément celui qui a un contrat de travail écrit. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce que vous avez signé un papier qu'on va dire qu'il y a un lien juridique. Est-ce qu'on peut noter dans la législation la précarité même dans le travail? Oui, alors le sous-emploi est un vrai problème. On peut effectivement se dire qu'au Cameroun, la précarité du travail est une réalité et que le sous-emploi est une réalité. Est-ce qu'on peut se dire mieux vaut ça que rien? Je pense qu'on peut toujours améliorer les conditions de travail des dockers par exemple et d'autres, ce qu'on peut considérer comme de petites mains. La difficulté aussi dans notre pays, c'est le contrôle en fait. Oui. Ceux qui sont supposés contrôler et s'assurer que les travailleurs sont dans des conditions de travail plus ou moins acceptables, ces personnes-là parfois ne font pas le travail. Et même quand ces personnes éventuellement font le travail, parfois même les décisions qui sont prises ne sont pas appliquées par ceux qui sont supposés les appliquer parce que ces personnes n'ont pas peur des sanctions. À quoi sert finalement la sécurité sociale? La sécurité sociale sert à beaucoup de choses, c'est-à-dire à prendre en charge les accidents des travailleurs, à s'assurer du paiement de la pension des travailleurs, Oui. à s'assurer de la santé des travailleurs dans une certaine mesure. Voilà, donc toutes ces choses-là. Et le ministère du Travail aujourd'hui, il sert à quoi finalement, puisqu'il y a la précarité dans le travail? Alors, la précarité du travail n'est pas généralisée, d'accord? Il y a des gens qui ont des emplois décents. Il y a des gens qui Qui n'ont pas d'emploi décent d'ailleurs. Oui, il y en a. Un peu comme partout, je veux dire. Oui. Il y a des améliorations à faire, je suis d'accord. La précarité du travail est répandue, je suis d'accord. Je ne suis pas ministre du Travail pour répondre de ce qu'il fait au quotidien pour améliorer le quotidien des travailleurs. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en l'état, la législation du travail au Cameroun doit être améliorée. À mon sens, je suis en train de préparer un article là-dessus. Je pense qu'on devrait sans doute accorder un peu plus de poids à l'inspecteur du travail. Parce que pour l'instant, l'inspecteur du travail, en ce qui concerne les litiges individuels et collectifs, n'a pas un rôle prépondérant. Tout ce qu'il fait, c'est constater.
En matière de contrôle, pas un rôle prépondérant non plus. Tout ce qu'il fait, c'est constater et transmettre. Et donc, ceux qui sanctionnent ou accordent des avantages sont parfois en dehors du terrain. C'est-à-dire, c'est soit le juge, soit l'administration centrale. Et donc, les travailleurs sont obligés d'attendre souvent soit de longues procédures administratives, soit de longues procédures juridiques pour rentrer dans leurs droits. Et parfois, même après une décision de justice, l'exécution de cette décision est compliquée. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne la législation du travail au Cameroun. Bon, maintenant, tout ce qui est administratif, il faudra certainement voir avec le ministre du Travail. Guillaume Théo, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous. Merci également pour tous ces éclaircies, en tout cas sur le code du travail. Et surtout, il faut préciser qu'on espère vous avoir souvent sur ce plateau pour pas mal d'autres sujets. J'espère. Bertrand Tassina, merci également d'avoir été là notre Merci à la hiérarchie de DBS, à son directeur général, à vous, aux caméramans, aux jeunes dames qui y travaillent. Merci à tout le monde. Merci. Bonne fête de travail. Bonne fête de travail à vous également, messieurs. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la dernière de cette semaine. Je vais vous souhaiter bonne fête de travail, surtout bon week-end. N'oubliez surtout pas, ne pas avoir le choix, c'est faire un choix. Bonne journée à toutes et à tous et à lundi, s'il plaît à Dieu. Au revoir.